La SNCF, compagnie française mythique, fait partie de notre vie. Trajet du quotidien, vacances, cette place si symbolique dans l'inconscient français devra d'ici peu être partagée avec d'autres compagnies ferroviaires. Fin 2020, suite à l'adoption de la réforme ferroviaire de 2018, le monopole de la SNCF sur le transport de voyageurs prend fin. Le club relations publiques de l'AEGE s'est interrogé sur la réalité de l'ouverture à la concurrence des chemins de fer français. À ces fins, nous avons interrogé 4 acteurs, issus du Sénat, du ministère de la Transition écologique chargé des transports, de l'autorité de régulation des transports et de SNCF Consulting. Pour comprendre cette réforme, revenons à la fin du XIXe siècle. Soucieux de l'enclavement de certaines régions et du développement économique, l'État promeut une politique intensive du ferroviaire. Cette volonté aboutit à la création de nombreuses compagnies de chemins de fer. En 1937, un décret-loi donne naissance à la Société nationale des chemins de fer, SNCF, suite à la fusion des 5 compagnies ferroviaires existantes, lourdement endettées. Dans les années 1970, les institutions européennes veulent instaurer une politique du transport. Celle-ci se veut être en adéquation avec la pensée libérale ayant pour fondement la concurrence pure et parfaite. Depuis les années 2000, les régions organisent les transports ferroviaires régionaux, notamment les trains express régionaux, TER, mais également les trains d'équilibre du territoire, TET, suite au désengagement de l'État. La libéralisation du rail débute avec la séparation obligatoire entre la gestion des infrastructures et l'exploitation. C'est la raison pour laquelle SNCF Réseau a été à nouveau séparée de la maison mère SNCF afin d'assurer un traitement équitable entre tous les opérateurs. Concernant l'ouverture, il existe 2 formes d'ouverture à savoir, concurrence dite dans le marché, pour lequel il y a un accès libre des infrastructures pour toute entreprise ferroviaire, et une concurrence dite pour le marché, pour lequel l'exploitation du service ferroviaire se situe dans le cadre d'un contrat de service public. Sur les lignes à grande vitesse, la concurrence est dite en accès libre. SNCF Réseau ouvre des créneaux horaires disponibles pour les nouveaux entrants. Les lignes existantes Transilien propres à l'Île-de-France, étant un réseau à part, restera le monopole de la SNCF jusqu'en 2022. Concernant les TER, les TET et les nouvelles lignes Transilien, les régions ont le choix entre la conservation des contrats SNCF et l'ouverture à la concurrence. Bon, écoutez, merci. Oui, si je suis sénateur, c'est parce que, effectivement, j'ai mené d'autres activités d'élu en région. Le mandat le plus important, si je puis dire, que j'ai assumé, c'est celui de vice-président en charge des transports et des opérations de décentralisation en Bretagne. Je le fais depuis quelques années au titre de l'exécutif depuis 2004, ce qui veut dire que j'ai été confronté à peu près à toutes les séquences des diverses lois de décentralisation, qui sont très différentes d'ailleurs. Transport ferroviaire, TER, donc depuis 2002, puis après des lois Raffarin, les lois du 13 août 2004, qui sont plus des lois de transfert. Rappelons que les lois Raffarin ont été adoptées à coup de 49.3, ce qui laisse supposer que les conditions de l'adoption de ces lois auraient pu être différentes, enfin a priori, et puis depuis toute une série d'autres lois qui sont arrivées, les lois NOTRe, MAPTAM et aujourd'hui loi LOM, qui ont toutes des impacts évidemment sur le vécu, qui, ma foi, présentent peut-être l'inconvénient, les unes par rapport aux autres, de ne pas tenir compte, les unes par rapport à celles-ci, à celles qui ont précédé, ce qui rend les choses parfois un peu compliquées. Mais bon, si tout était simple, il n'y aurait pas besoin de nous. Donc, dans un monde idéal, je n'existerais pas. Donc, fort heureusement, le monde n'est pas idéal et donc j'essaie de me rendre utile en toute modestie. Et disons que cette approche des dossiers n'a sûrement pas été étrangère au fait que je sois devenu candidat aux élections sénatoriales sans en avoir nourri a priori l'ambition.
Mais bon, ça apparaissait aux yeux de mes interlocuteurs comme étant la condition pour réussir ce que nous avons réussi. Donc les faits n'ont pas donné tort à ceux qui avaient cette opinion-là. Et je me réjouis d'avoir fait le consensus autour de ceux qui m'ont présenté et avec ceux qui m'ont élu, qui sont très divers, hein, faut se le dire comme ça. Et donc ici au Sénat, j'ai la chance m'a été offerte de prolonger les choses sous un autre angle, puisque je suis membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, ce qui veut dire que le vécu concret sera forcément nécessairement présent dans l'approche qui sera la mienne de l'évolution des lois et des cadres qui feront débat ici au Sénat. Alors, ça a déjà commencé, ça va se prolonger. Je pense également qu'on peut au Sénat peut-être. Nous avons pour nous le temps. Non pas que nous ne soyons pas pressés, je suis aussi un impatient, mais disons que la façon dont se structurent les débats parlementaires peuvent offrir l'occasion d'auditionner beaucoup de monde, de confronter son point de vue avec d'autres, de contrôler le gouvernement, de demander des comptes. Et tout ça vient féconder un petit peu la connaissance et la culture générale. Et donc voilà dans quel cadre je situe ce mandat, sans me départir de ce que je dois au territoire dont je suis issu et à ses populations. Alors, je m'appelle Julien Pavy, je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire, au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, qui est une grande direction générale composée de 3 directions pour les infrastructures, les services de transport et les affaires maritimes, et je suis le conseiller parlementaire et territoire du directeur général. Donc, je m'occupe des relations avec les élus, principalement, et sur certains sujets un petit peu transversaux. Je viens apporter une contribution pour créer du lien, justement, entre nos 3 grandes directions, qui ont toutes des métiers très différents, mais pour répondre aux élus, il faut arriver à tout mettre ensemble. Voilà. Alors, je suis Olivier Sallet, je suis le directeur du transport de la régulation sectorielle numéro 1 à l'autorité de régulation des transports. Donc, c'est une direction métier qui est chargée plus particulièrement de la régulation de l'accès dans le domaine du transport ferroviaire et dans le domaine également des transports guidés parisiens, donc l'accès au réseau RATP. Donc, l'autorité, plus généralement, est chargée de la régulation des aéroports et également la régulation du secteur du transport routier et des concessions autoroutières. Donc, ma direction métier, elle est vraiment focalisée sur le secteur ferroviaire en particulier. Et globalement, la mission de l'autorité est de veiller au bon fonctionnement dans les différents secteurs qu'elle régule, bon fonctionnement dans ses dimensions notamment tarifaires, économiques. Et pour le secteur ferroviaire en particulier, on a une mission générale de veiller à la bonne ouverture à la concurrence et au bon fonctionnement du secteur dans ses dimensions financières, économiques et techniques. Et pour réaliser ces missions, l'autorité émet des avis et des décisions pour tout ce qui concerne l'accès aux infrastructures essentielles, c'est-à-dire l'accès au réseau ferroviaire, l'accès aux gares, l'accès à toutes les facilités qui sont difficilement réplicables par des nouveaux entrants, au bénéfice des utilisateurs finaux de ce système ferroviaire, donc des voyageurs. Alors, je m'appelle Margot Valk, je suis actuellement consultante en organisation et management chez SNCF Consulting, qui est en fait la filiale conseil du groupe. Donc, on intervient en fait pour toutes les entités de SNCF et filiales comprises sur différents sujets, accompagnement de projets, cadrage stratégique, etc. Et je suis également la vice-présidente d'une association qui s'appelle WAT, Once Upon a Train, qui fait la promotion du voyage en train longue distance et sur nos territoires. Ce genre de choses n'a pas sa place, hein, c'est-à-dire que pour pouvoir postuler à l'entrée sur le marché ferroviaire en France, donc que ce soit en fait pour deux manières d'exercer la concurrence. Il y a la concurrence sur le marché. Je suis une entreprise ferroviaire, je souhaite vendre des services directement à des voyageurs, donc c'est la concurrence sur le marché. Et la concurrence pour le marché, c'est je suis une entreprise ferroviaire et je réponds à des appels d'offres des régions notamment, pour pouvoir
dans le cadre d'une convention de service public avec la région, offrir des services conventionnés aux voyageurs, l'équivalent des TER ou des Transiliens d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de regard porté sur l'actionnariat, sur l'origine des fonds de ces entreprises. Ce qui va compter, c'est que ces entreprises disposent de toutes les licences et autorisations ferroviaires pour exercer en toute sécurité et qu'ensuite, effectivement, elles puissent acquérir l'ensemble des équipements et personnels nécessaires à l'exploitation du service. Mais il n'y a pas de discrimination particulière quant à l'origine de ces entreprises et de ceux qui les financent. D'ailleurs, l'ouverture à la concurrence qui s'est faite dans d'autres pays européens montre que des acteurs de tout pays européen, notamment, peuvent intervenir. Voilà, en Suède, on peut avoir Transdev qui intervient. On peut avoir également des opérateurs des Pays-Bas au Royaume-Uni. Enfin, voilà, il n'y a pas de frontière particulière. En tout cas, ce n'est pas un critère pour l'entrée. C'est vrai qu'à ce stade, de ma vision, je dirais que on est plus déjà à essayer de se préparer du côté voyageur parce que fret, il y a déjà eu l'ouverture à la concurrence, à comment justement passer d'un système intégré à un système de concurrence. Et à ce stade, c'est plutôt l'identification de certaines entreprises ferroviaires, mais typiquement, les nouveaux entrants sont plutôt des entreprises françaises. Moi, je penserais plutôt à Transdev sur l'Île-de-France ou encore à Railcoop, qui est un tout nouveau opérateur, qui est une coopérative qui va se positionner sur la ligne Bordeaux-Lyon. Donc, en fait, je pense que oui, il y aura nécessairement un regard et cette question qui va se poser, mais à ce stade, la SNCF est plutôt sur la concurrence arrive. Comment on fait pour se mettre en position de demain, il y a les appels d'offres, quoi. Je suis incapable de vous répondre précisément à la question. Mais à partir de l'expérience que j'ai, il y a une chose que je peux affirmer, c'est que sans ambition publique, on ne sait pas où on va. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous vivons des exacerbations des interventions, des compétitivités, des concurrences, etc. Ça ne doit pas réduire l'ambition publique. La question qui est posée pour nous, c'est de se doter d'une ambition publique capable d'affronter ce contexte nouveau. Pour revenir à votre question, y a-t-il des avantages accordés? Je ne le pense pas. Je vis en ce moment le dossier de Nokia. Le dossier de Nokia, implanté à Lannion. Nokia est en train de se désengager après avoir récupéré, vous savez, cet accord Alcatel-Lucent, rapatrie ses brevets en Finlande. Je les soupçonne au passage d'avoir fait un peu d'optimisation fiscale. J'ai même fait quelques petits calculs. Et j'observe que c'est eux qui ont capté quelques avantages des conditions qu'on a pu créer il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que le favoritisme économique n'a pas de frontières. Je ne veux pas formuler les choses autrement, parce que ça pourrait prêter à des confusions que je n'aimerais pas du tout. Mais je pense que le favoritisme économique n'a pas de frontières. Donc, sur les chemins de fer qui seront ouverts à la concurrence, on a d'abord les services régionaux, les trains express régionaux, les TER. Et là, non, il n'y aura pas de regard particulier sur les actionnaires des entreprises étrangères. En fait, ce sera un appel d'offres. Donc, c'est aux régions d'organiser cela dans le cadre de la loi et des libertés qui leur seront dévolues. Mais enfin, on connaît les principaux concurrents. Ce sera la Deutsche Bahn essentiellement, un petit peu Trenitalia et la Renfe espagnole, principalement la Deutsche Bahn. Et puis des acteurs qui se créent. En Angleterre, il y a plusieurs, je ne connais pas le nom des entreprises, mais enfin, l'Angleterre a déjà du chemin de fer ouvert à la concurrence, donc ces entreprises-là pourraient chercher à s'implanter.
Voilà, donc l'origine des entreprises, pas tellement. On n'est pas sur un secteur extrêmement stratégique. Et de toute façon, les contrats, s'ils sont bien faits, quelle que soit la nationalité de l'opérateur, s'il n'est pas en mesure de mettre des trains qui roulent, il sera soumis à des grosses amendes. Et puis la région, elle risquerait aussi de ne pas être réélue. Donc ils n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas de risque, on va dire, que des étrangers veuillent saboter notre système ferroviaire avec des trains qui ne rouleraient pas. Mais sachant que bon, il y a quand même une culture ferroviaire très différente. Les États-Unis ont pas tant une culture du train que ça. Joe Biden veut la créer avec de grands projets, mais des très très gros projets. Il veut créer des centaines de kilomètres de TGV pour un pays qui en connaît très peu. Mais en tout cas, c'est pas du TGV très performant. Donc c'est très bien, mais c'est plutôt les savoir-faire européens et singulièrement français, parce que la SNCF est quand même très douée sur le TGV, quoi qu'on en pense, enfin quoi qu'on en dise, parce qu'on peut bien en penser du bien. Et Alstom est aussi une entreprise, un fleuron industriel. Donc on est plutôt compétitif. On pourrait favoriser des entreprises européennes. Le droit européen là aussi nous pose des contraintes, parce le marché est quand même ouvert on est ouvert à une concurrence libre et non faussée. Donc on peut imaginer des mesures dans l'appel d'offres, mais qui relèvent vraiment du droit et plus du tout de ce que je peux en savoir. Là, c'est plutôt un avocat en droit des affaires qui pourra le dire. Mais il y a des mesures pour favoriser des entreprises locales, rendre en fait les arguments des entreprises locales prioritaires dans l'examen de l'appel d'offres. Oui. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure en matière d'ambition publique. Avant de demander à des opérateurs ce qu'ils vont faire, il faut définir ce dont on a besoin. On ne fera pas des lignes ferroviaires partout. Le train ne réglera pas tout. Le train peut beaucoup plus. Il m'arrive parfois de faire un parallèle entre l'école et le train. L'école ne peut pas tout, mais l'école peut beaucoup. Devrait pouvoir beaucoup dans notre société. Le train peut aussi beaucoup dans notre société, mais ne réglera pas tout. Et donc, la question est de savoir, dans le contexte économique et réglementaire et juridique dans lequel nous sommes, comment peut-on définir cette ambition publique? Et une fois qu'on l'a définie, regardons comment c'est faisable. Qui peut le faire? Est-ce que l'opérateur est disposé à venir? Voilà, donc la question est de définir ce dont on a besoin. Je vais prendre un exemple. Sans ambition publique, le TGV ne serait jamais arrivé en Bretagne. On m'avait même dit que c'était complètement farfelu, qu'il fallait surtout pas faire ça, et surtout qu'il n'allait pas jusqu'à la pointe bretonne, parce qu'il était là pour capter des marchés, pour être très compétitif, très speed sur son segment captif, et qu'on n'en avait rien à faire pour... enfin, quand même. Et bien là, on a un exemple assez précis. C'est que demain, la généralisation de l'ouverture à la concurrence fait que la concurrence va s'exacerber entre Paris et Rennes, où par définition passe tout le monde. Et si demain la concurrence s'exacerbe sur le segment Paris-Rennes, quelle compagnie sera assez stupide pour essayer d'envoyer des TGV jusqu'à Brest et Quimper? Faudrait être idiot. Le segment captif, il est entre Paris et Rennes. Donc moi, je vous fais, avec une rame de train, je vous fais 6 allers-retours par jour et du low cost en creux de journée. Et si moi je fais ça, la compagnie concurrente va essayer de faire au moins aussi bien sur le même segment. Dès l'instant que la concurrence s'exacerbe ici, j'assèche la desserte du territoire au-delà. Ce sera débrouillez-vous pour ce qui est au-delà. Donc, vous voyez, je préfère, moi, un système gagnant-gagnant, où je leur dis, vous venez, mais à condition que je vous fasse aller plus loin. J'ai appliqué ce principe sur les aéroports.
La Bretagne, avant la période de la crise, parce qu'évidemment la crise Covid pèse considérablement sur le fonctionnement de nos installations aériennes, aéroportuaires. Mais tous nos aéroports de Bretagne étaient à l'équilibre d'exploitation sans subvention publique. Nous avons une compagnie maritime franchissant ou inventant ou créant ces autoroutes de la mer, c'est la Brittany Ferries, qui, jusqu'à la période Covid, fonctionnait, trouvait son équilibre économique, son équilibre financier, sans subvention publique, je répète, sans subvention publique, et en battant pavillon français et en appliquant le droit français. Donc ça n'est pas impossible. Et on faisait pourtant pardonnez-moi de le dire, mais du Roscoff, Plymouth, Santander. Et on raconterait ça aujourd'hui à nos grands spécialistes de la compétitivité économique, qui nous diraient, mais n'allez pas inventer des trucs comme ça, vous êtes complètement fous, ça ne fonctionnera jamais. Eh bien si, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Donc impossible n'est pas français, n'est pas breton non plus. Alors, en réalité, il y a des pouvoirs qui existent déjà, qui sont sans doute pas forcément très connus. Les acteurs aujourd'hui, des acteurs un peu centraux dans l'ouverture à la concurrence, et pour le design du système ferroviaire, c'est en premier lieu les autorités organisatrices des transports régionales, donc les régions, Île-de-France Mobilité en Île-de-France, qui, en fait, à travers le système d'appel d'offres, vont pouvoir développer de manière un peu plus poussée, l'architecture des transports publics ferroviaires en France. Donc ça, ces acteurs-là qui avaient déjà un pouvoir de décision, le voient renforcé par l'ouverture à la concurrence, puisqu'ils vont avoir le choix, ils vont pouvoir organiser des appels d'offres. Et puis, comme acteurs également, on peut citer les nouveaux entrants, notamment les entreprises ferroviaires qui vont venir offrir des services dans le cadre d'une concurrence sur le marché. On peut penser à des acteurs qui se sont déclarés, comme Trenitalia ou la Renfe, pour offrir des services TGV en France, qui vont dessiner aussi d'une certaine manière le futur de ce que seront les services librement organisés ferroviaires, et puis d'autres opérateurs qui sont intéressés pour rentrer sur des lignes plus classiques. Donc finalement, l'ouverture à la concurrence est une façon de dynamiser le futur du système ferroviaire en France. Bah alors justement, par exemple, j'ai donné l'exemple de Railcoop. L'infrastructure existe, donc le rail existe, et SNCF a exploité cette ligne de Lyon-Bordeaux jusqu'en 2014. Aujourd'hui, Railcoop s'est dit, voilà, c'est un groupe de personnes qui s'est dit, nous, on a envie de relancer cette ligne, puisque de toute façon, le maillage ferroviaire est vraiment avec Paris, c'est l'étoile de Legrand et vers les extrémités, et on n'a pas du tout de ligne transversale. Donc, ils réfléchissent vraiment à relancer le train sur ces lignes. Donc là, on voit que c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le train ne roule pas, mais ils ont l'argent, ils ont obtenu l'argent pour avoir la licence ferroviaire qui leur permettent d'être entreprise ferroviaire et d'avoir le droit de circuler. Donc là, c'est un exemple. En effet, c'est tout à fait possible. C'est très, très, très compliqué puisque le ferroviaire est très compliqué et il faut beaucoup d'argent. Je sais aussi que dernièrement, là, on parle d'une toute nouvelle entreprise ferroviaire qui s'appelle Le Train, qui veut faire un peu la même chose en région Aquitaine, mais pas sous une forme de coopérative. Mais en tout cas, c'est l'idée. Donc, mais si on voulait, par exemple, créer complètement un nouveau réseau, rajouter, par exemple, des rails, de l'infrastructure ou même relancer un petit train dans les montagnes, etc. Ça, moi, à chaque fois qu'on en discute, en tout cas, c'est que le prix au kilomètre pour mettre du rail est tellement énorme que je ne sais pas si aujourd'hui, concrètement, des projets concrets et sérieux peuvent exister, quoi. Je dirais que non. Ou c'est des idées, mais dans les faits, j'y crois pas trop. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans l'organisation de services ferroviaires, c'est qu'il y a une autorité organisatrice qui est un pouvoir public qui va ordonner en fait à un opérateur de créer un service. C'est ce qu'on voit sur certaines lignes d'aménagement du territoire. C'est, par exemple, Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse.
et les trains de nuit qu'on va recréer, le Paris-Nice et le Paris-Tarbes. Et d'autres lignes encore où là, bon, c'est l'État qui ordonne à la SNCF d'opérer un service, qui fixe le prix du billet, qui fixe le nombre de trains à avoir et qui compense à la SNCF parce que là, c'est des lignes déficitaires. Et sur les lignes TER, certaines sont déficitaires, donc c'est la région qui compense, et sinon, c'est la SNCF et la région qui va chercher un équilibre financier avec la SNCF. Donc, c'est véritablement l'autorité politique, puisque quand c'est soit le gouvernement, soit le conseil régional qui décide du prix, de la fréquence. S'il faut renouveler les rames, donc les trains, c'est à l'initiative de l'État ou de la région pour qu'on ait des trains avec clim, avec ou pas un wagon-restaurant, etc. Donc, tout ça, c'est totalement libre et c'est à la décision de l'autorité organisatrice. Donc les pouvoirs de décision des nouveaux acteurs seront finalement très faibles. Ils pourront, dans leur appel d'offres, faire des propositions, d'intégrer un wagon-bar, je sais pas, d'avoir plus de places dédiées aux handicapés, d'avoir plus de places dédiées aux vélos. Bon, ça suppose des aménagements importants dans le matériel roulant, hein. Des wagons, ça peut servir pendant 20 ans, 30 ans, oui. Des locomotives, ça peut servir pendant 15 ans, 30 ans. Donc, c'est du matériel qui coûte très cher à entretenir. Si on veut faire des ajustements, c'est pas si peu cher que ça. Puis ensuite, plus on installe de places vélo, moins il y a de places voyageurs, ou en tout cas, elles sont moins confortables. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais ça, c'est l'acteur qui va le faire, mais en répondant à la commande de la région. Donc, l'opérateur va faire avec le matériel, les coûts et surtout les demandes de l'autorité organisatrice. Donc, il y a deux choses à part, c'est l'infrastructure et le service. Pour l'infrastructure, pour créer une ligne nouvelle, il faut déjà que l'infrastructure existe. Alors, bon, on a 29 000 km de rails en France, donc on a quand même de bonnes infrastructures. Mais il y a encore des villes qui ne sont pas connectées ou des villes qui sont connectées, mais les rails sont en mauvais état. Ça suppose de gros travaux de mise à jour. Donc ça, c'est une première chose. C'est quand même plutôt SNCF Réseau et l'État qui financent. Les régions ont la possibilité de récupérer du réseau ferroviaire pour le remettre aux normes, mais ça coûte très cher, c'est très lourd. Donc les opérateurs qui vont rentrer dans le cadre de la gestion de lignes pour le compte des régions pourraient avoir des projets avec les régions, mais c'est vraiment la région qui doit être pilote, parce que là, elle doit solliciter de l'État de récupérer l'infrastructure, organiser les travaux de remise en état, de remise à niveau, et puis ensuite concéder à un opérateur le service de cette ligne. Donc on en est quand même assez loin, mais il y a plusieurs régions qui ont des projets de réouvrir entre des petites villes. C'était des lignes que l'État avait fermées parce qu'elles n'étaient pas rentables. Elles ne seront vraisemblablement toujours pas rentables avec les régions, mais elles assumeront, elles, de financer des lignes à perte parce qu'il y a un intérêt local. Mais pour l'État, il n'y avait pas d'intérêt national à les maintenir, donc c'était compliqué de maintenir ces lignes-là pour l'État. C'est un choix politique à chaque fois. Donc voilà, le choix politique de la région l'amènera à réouvrir des lignes. Ce sera vraisemblablement le cas, mais voilà, c'est toujours une question de coût et d'opportunité politique. Non, pas du tout. En fait, par exemple, si on prend un exemple concret de... Ça va, enfin, voilà, c'est hier, côté TER dans les régions, il y avait SNCF Réseau et il n'y avait que SNCF Voyage qui pouvait circuler sur le réseau. Demain, voilà, si la région Nord, par exemple, c'est fait par région, donc la région Nord décide d'ouvrir à la concurrence là, à un mois précis, etc. Il va avoir, comme dans toutes les appels d'offres, finalement, un process établi avec des entreprises qui vont se positionner ou non sur cette région pour exploiter l'ensemble du réseau de la région. Moi, je pense que ça va juste qu'on va garder à ce stade les mêmes mailles, mais demain, par exemple, la région Nord, c'était SNCF hier, demain, ça pourra peut-être être Transdev, mais à l'échelle de la région. En tout cas, pour le territoire français, c'est pensé comme ça. Après, pour ce qui est le TGV, la grande vitesse, on va être plus sur des lignes quoi, donc qui traversent plusieurs régions. Donc, c'est autre chose.
ça va être à la maille d'axe, etc. Mais à chaque fois, voilà, on va répondre pour une zone bien définie. Oh, vraisemblablement, nous avons des entreprises intelligentes. Et donc, je pense qu'elles ont écouté Gainsbourg. Je t'aime moi non plus. Donc, j'interviens ici, tu n'interviens pas là-bas. J'ai un marché captif ici, assez sécure, tu n'arriveras jamais à me le piquer, donc je ne viens pas t'embêter là où tu es. Vous voyez, ce genre de... Enfin, bon, il faudrait être naïf pour imaginer que ça n'existe pas. Bon, donc ça existe. Cela étant, moi je ne leur prête pas de mauvaises intentions. Ce que je sais, c'est que l'exacerbation de la concurrence se fait toujours sur les segments captifs. Voilà ce que je pense. Alors donc... il ne faut pas se contenter de ça. Moi, je veux le meilleur pour tout le monde. Vous savez, en politique, j'ai un drôle de parti politique. C'est de dire, la politique, c'est de définir le souhaitable. Et la vie politique, c'est de tout mettre en œuvre pour se rapprocher le plus possible de la concrétisation du souhaitable. S'en rapprocher, j'ai dit. Je n'ai pas dit faire ou pas faire, j'ai dit tendre à aller vers... voilà. Et donc pour ça, aujourd'hui, vous savez, je suis très à contre-courant. Moi, hier, j'étais avec des gens qui me disaient « mais tout ça à la concurrence, etc. » Non, non. Et donc je discutais avec un collègue qui n'est pas du tout de ma sensibilité politique, mais avec qui j'entretiens des relations fort sympathiques et intéressantes. Il me dit, mais tu aurais pu quand même, dans le cadre de la convention TER pour les trains, ouvrir des lots à la concurrence comme on te pousse à le faire. Je lui ai répondu, écoute, interpelle-moi en session sur le sujet, mais prépare quand même toi à te défendre. Parce que il faut que tu puisses alors me dire quel lot tu détaches. C'est-à-dire, à tes yeux, quels sont les lots qu'on pourrait détacher d'un scénario global pour les soumettre à la concurrence, et au nom de quelle différenciation, parce que ces débats sur différenciation vont arriver, y compris ici au Sénat. La différenciation, tu l'as fait sur quoi? Parce qu'il y aurait un territoire, le centre-Bretagne pourrait être considéré comme une sous-zone. Pas du tout, pas du tout. Vous voyez? Donc la question pour nous, c'est de savoir comment notre ambition publique peut être caractérisée. Et après, comment tout ça peut se concrétiser? Dussions-nous mener une guerre économique pour atteindre nos résultats? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je suis dans une situation compliquée en matière aérienne. J'ai mutualisé les aéroports de Rennes et de Dinard. Dinard, c'est une plateforme aéroportuaire qui permet à Sabena Technics d'assurer les opérations de maintenance des aéronefs à l'échelle planétaire. Ils accueillent à peu près tous les aéronefs, tous les types. Bon, donc par définition, j'ai besoin de l'INA pour que les avions viennent se faire entretenir, etc., chez nous. Mais cette plateforme génère un déficit cumulé d'à peu près 900 000 euros par an. Et la seule compagnie aérienne qui me met l'attention pour venir, c'est Ryanair. Donc ils me redemandent du pognon. Je leur dis non, on ne subventionne pas le low cost. Que des tours opérateurs aient envie de le faire, etc., pourquoi pas, mais pas la subvention publique. Donc j'ai mutualisé Dinard avec Rennes. À savoir, le produit que dégage Rennes me permet de mettre à l'équilibre Dinard sans appel à la subvention publique. Sauf qu'aujourd'hui, le désengagement d'Air France. Air France me génère 54% du trafic de la plateforme de Rennes. Si demain, Air France se désengageait totalement, ça fait moins 54% d'activité sur la... Et dans ces conditions-là, Rennes ne peut plus assurer la mise à l'équilibre de Dinard. Donc je me dois d'approcher le sujet autrement, d'une autre manière, etc. Ça ne veut pas dire que je vais le faire fonctionner en régie, ou en régie publique. Mais il faut que je puisse définir les paramètres économiques qui conditionnent sa pérennité. Et là,
Ah oui, la concurrence peut tout à fait s'exacerber, le mieux-disant, mais il faut que je puisse moi-même apprécier et ce que je veux et les conditions de la concrétisation de ce que je veux. Dès lors, le débat est possible. Mais si je suis incapable de la qualifier moi-même, on me demanderait de faire confiance à un tel, et si tu as raté, la fois d'après, t'en prends un autre. Et on recommence la même bêtise, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un peu... c'est-à-dire, je n'exonère pas l'ambition publique du contexte dans lequel elle doit s'appliquer aujourd'hui. Il m'arrive souvent de dire, c'est pas celui qui conduit le train qui fait le service, c'est celui qui le définit. Et voilà un peu. Donc, on a besoin de cette connaissance... et voilà pourquoi, vous voyez, j'ai fait un truc à contre-courant. Je viens de signer une convention en Bretagne de 10 ans avec la SNCF. De 10 années. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse. En 15 ans, nous avons multiplié par 2 la fréquentation des TER. Nous avons réduit de 47% la subvention moyenne par voyage, ce qui veut dire que nous avons généré une baisse tendancielle du coût du service public. Le coût du TER en Bretagne par habitant est de 31 € par an, tant qu'il est, moyenne nationale, de 57 € en France. Donc il est presque 2 fois moins cher, 2 fois plus efficace, 2 fois plus édéré. Voilà. Mais parce que nous avons défini, et dans mes discussions avec SNCF, qui est un opérateur avec tous ses défauts, avec tout son protectionnisme, sa situation un peu monopolistique, etc. Sauf que moi, j'ai obligé à SNCF de venir dans un contrat qui les oblige à porter un risque recette. Moi, je n'apprécie pas la qualité du service public au nombre d'agents SNCF qu'il y a derrière un guichet. J'apprécie l'efficience d'un service public au nombre de personnes qu'on met dans les trains. Et je le monétarise. Alors, vous voyez, je suis très libéral et financier. Et donc, je leur dis, voilà. Donc, le contrat que je passe avec eux tend à être presque un contrat de droit privé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que je les oblige à porter un risque recette, ce qui n'était jusque-là pas le cas dans les contrats publics. Mais bon, j'ai pu le faire parce que je me suis entouré de gens sympathiques et créatifs. Et voilà. Normalement, les ententes sont illicites, puisque là, c'est le respect des bases essentielles du droit de la concurrence. Donc, je dirais l'autorité de régulation, donc l'ART, mais ainsi que l'autorité de la concurrence et toute autre autorité de concurrence européenne, sont là pour veiller à ce que ce genre de choses ne se produisent pas sur un secteur qui s'ouvre à la concurrence. Donc, il est assez probable qu'il y ait des ententes. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui caractérise l'ouverture à la concurrence dans le secteur ferroviaire en Europe. En tout cas, à ce stade, voilà, il y a des investissements à consentir, il y a beaucoup de choses à faire pour rentrer. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit le plus inquiétant pour le moment. En tout cas, rien ne semble se profiler de ce type-là. Et l'idée est plutôt qu'il y ait le développement déjà effectif d'une concurrence avant de voir si effectivement il y aura des comportements d'entente ou pas. Oui, moi je pense qu'il y aura de réels changements, puisque l'ouverture à la concurrence impose à la SNCF, et notamment à SNCF Réseau, de repenser complètement ses manières de faire et de transformer ces pratiques qu'elle avait uniquement avec son copain, entre guillemets, SNCF Voyage, en véritable offre de service, vraiment orientée client. Alors qu'aujourd'hui, on est sur une SNCF profondément ancrée dans une organisation technique et géographique. Demain, elle doit être orientée client. Donc, de ce fait, rien que ça, déjà, ça ne peut que améliorer les choses, puisque sans cette concurrence, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toute cette transformation nécessaire. Après, si on parle plutôt, qu'est-ce que ça va changer pour le client, parce que ce qui est important, c'est le client voyageur. Est-ce qu'il va se retrouver en termes
de services, de rapport qualité-prix, est-ce qu'il y aura moins de retard, etc. Ça, je trouve que c'est très, très, très compliqué de le dire, puisque, encore une fois, je trouve que voilà, le système ferroviaire, c'est tellement complexe, il y a trop de causes, trop de choses différentes pour pouvoir se fixer là-dessus. En revanche, ce qui peut être intéressant, je pense, voilà, des toutes nouvelles entreprises, des gens passionnés de train, qui ont envie peut-être de relancer des services, vraiment au sens service. C'est-à-dire que si on veut promouvoir le voyage en train longue distance, quand on voit par exemple que l'avion, pourtant, c'est pas très confortable, mais on va très vite à l'autre bout du monde, mais il y a cette notion de service, il y a du personnel à bord. Dans le train, aujourd'hui, bon, voilà. Alors que pourtant, on peut faire plein de choses. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là aussi, l'arrivée de nouveaux concurrents pourrait permettre cela. Et après, évidemment, à chaque fois, il y a plein de pays qui sont déjà passés à la concurrence, donc on peut faire le bilan de tous les autres pays européens. Parfois, quand il y a à l'ouverture à la concurrence, on va dire, ah là là, c'est le bordel maintenant, ou l'exemple France Télécom, Orange, pour un autre domaine, quoi. Donc, évidemment, ça aussi, ça peut être compliqué d'un point de vue organisationnel et mise en place, mais il faut être optimiste. Et le but, c'est avant tout que le train gagne des parts de marché. Il y a des changements qui seront certainement attendus. Alors après, est-ce que la Deutsche Bahn va faire circuler des trains en Bretagne? C'est probable. C'est une possibilité. C'est pas très probable, mais c'est possible. Mais dans des régions transfrontalières où il y a un opérateur national qui est très puissant, il pourrait y avoir un relatif partage, on va dire, des lignes. Ça, c'est sûr. Un partage des lignes parce qu'il y en a une où c'est plus intéressant pour la SNCF de garder cette ligne-là en tant qu'opérateur premier et puis pour la Deutsche Bahn d'en opérer d'autres. Donc ils vont se battre là-dessus. Ce sera intéressant de voir ce que ça peut donner. À la fin, c'est évidemment l'autorité politique qui va trancher. Il y a des changements qui vont arriver parce qu'il y a des lignes que la SNCF n'arrive pas à opérer de façon satisfaisante aux yeux des régions où ils vont chercher à les déléguer à des concurrents. On sait déjà qu'il y a des lignes on sait déjà qu'il y a des présidents de conseils régionaux qui n'attendent que de pouvoir se débarrasser de la SNCF. Donc voilà, il y a un gros travail qui aura lieu là-dessus. Mais oui, l'ouverture à la concurrence va créer des changements. Ça, c'est sûr. Comme il y a une position de monopole qui se termine aujourd'hui, le sortant SNCF Voyageurs est forcément favorisé en termes d'information et de connaissance du marché. Après, en face de lui, il n'a pas non plus des novices. Il a Transdev qui exploite depuis longtemps des services de transport public urbain. Et puis, il y a tous les autres opérateurs qui interviennent déjà en Europe. Arriva, vous pouvez avoir des opérateurs comme Tello, comme RATP Dev aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ces entreprises-là des novices. Mais voilà, effectivement, ces entreprises devront être traitées exactement de la même manière que SNCF Voyageurs. SNCF Réseau a bien cela dans sa mission et son rôle, et le rôle de l'autorité de régulation des transports est justement de veiller à ce que l'accès aux rails, aux aiguillages, soit fait dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Ça, c'est vraiment au centre de notre rôle. Et je rappelle d'ailleurs que nous pouvons être saisis en règlement de différends ou dans le cadre d'une procédure en manquement s'il y a des manquements qui sont constatés. Et le constat de ces manquements, s'ils sont avérés, peut conduire à des sanctions, en réalité des sanctions financières contre les fautifs. Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien. Alors, est-ce qu'il y aura des changements? Mais il y a deux manières d'aborder le changement. Le changement, c'est comme le mouvement. On peut bouger en avançant, mais on peut aussi bouger en reculant. Et donc, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, pardonnez-moi de vous le dire, mais en pleine actualité sur la loi climat qui vient, vous vous rendez compte que le mot fret ferroviaire n'est pas cité une seule fois dans le projet de loi climat. Je dis bien le terme fret ferroviaire n'est pas cité une fois. Ça me pose un petit problème. Bon. Ensuite, quand je vois le contrat de performance entre l'État et SNCF, il n'y a aucune remise en cause des conditions du contrat de performance liant l'État et la SNCF
à telle enseigne que pour les petites lignes ferroviaires, on interdit à la SNCF d'investir. Bon, donc ça ne se fera pas spontanément. Et puis, troisième chose, je considère qu'on ne fait pas, enfin, les dispositions qui sont prises devraient, à mes yeux, mettre la SNCF en situation de relever les défis qui sont devant elle. Parce qu'on me dit, et le ministre de l'économie et des finances l'a dit, on va essayer d'interdire aux gens de prendre l'avion, vous avez vu ça. Tout ça est assez confus, mais bon. Demain, peut-être qu'on va m'interdire de venir à Rennes aussi, si mon déplacement n'est pas justifié, vous savez. Ou de venir à Paris, parce que après tout, est-ce que j'aurais... Bon. Tout ça me paraît assez précaire quand même, y compris au plan juridique. Mais la véritable alternative, si on nous dit interdit de prendre l'avion dès l'instant que vous avez un train à 2h30. D'abord, il faudrait que les trains aillent partout. Bon. Et partent de partout. Et alors, le pendant de cette annonce-là, ça aurait été de dire notre priorité n'est plus l'aérien, etc. Pourquoi pas, ça se discute, mais je respecte totalement. Je n'y crois pas du tout. Je suis plus nuancé que ça. Les gens n'ont pas inventé l'avion pour le plaisir de polluer la planète. Hein. Ça n'a pas été inventé. Il y a des conséquences, je ne les nie pas. Mais alors, le pendant de ça, ça aurait dû être l'affichage d'une grande ambition pour le développement du ferroviaire. On n'en parle pas dans la loi climat. On parle de 7 milliards de soutien à la stratégie d'Air France qui ne dessert plus les territoires, mais qui recentre ses activités sur le long courrier. Et on ne fait rien pour le ferroviaire. Alors on nous dit on veut désendetter. Alors un mot, vous qui faites de l'économie, je vous recommande, si je puis me permettre, de vous pencher sur cette mécanique de désendettement assez curieuse. C'est-à-dire que on met en œuvre une stratégie prétendument de désendettement de la SNCF en lui interdisant de se développer. Ce qui veut dire qu'elle se désendette toute seule. Enfin, elle ou les usagers, c'est eux qui payent le désendettement. Ce n'est pas un acte à caractère économique, compétitif, etc. qu'on accomplit. C'est un moyen, enfin, vous vous débrouillez et on vous applique des articles de ces contrats de performance qui interdisent d'investir, qui interdisent de développer. Moi, si j'avais fait ça en Bretagne, je n'aurais pas fait diminuer de 47% la contribution moyenne par voyage. C'est-à-dire que dès l'instant que politiquement, vous ne vous mettez pas en situation de vous poser la question du développement, vous vous mettez nécessairement en situation récessive. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc je suis très ambitieux et je voudrais être très compétitif.